Salut à tous, il est temps de se retrouver aujourd'hui pour faire le bilan du Pumpkin Autumn Challenge. C'est un bilan donc que j'ai fait aux alentours de l'automne et qui est organisé par le terrier de Guimauze. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Je vous mets aussi le lien vers la vidéo qui présente la palle que j'avais prévue pour ce challenge. Et là je vais en faire le bilan. Vous allez donc voir qu'il y a des romans qui n'étaient pas dans ma palle que j'ai lus et incorporés au challenge et d'autres qui étaient dans ma palle que je n'ai absolument pas eu le temps de lire. Personnellement j'avais décidé de me lancer dans les 3 menus et donc j'ai réussi le challenge sur tous les menus et je suis super contente. Alors j'ai du retard dans mes updates lecture, je ne vais pas vous le cacher, donc il est possible que vous n'ayez pas encore tous les retours détaillés on va dire, mais là il s'agit d'un bilan, je ne vais pas vous les détailler, simplement vous donner en 2-3 mots mon avis sur ces lectures. Donc le premier menu, il s'agissait de l'automne frissonnant et le premier sous-menu était Hurlons dans les bois. Il fallait donc choisir une lecture quelque peu effrayante. J'en ai donc lu 3 qui rentraient dans cette catégorie, la première étant Je suis ton ombre de Morgane Cossarieux et paru aux éditions Nemos. Ici donc nous sommes vraiment dans l'horreur et il n'y a pas de doute, nous allons rencontrer Poil de Carotte, un petit garçon qui vit quand même dans la misère mais qui surtout va avoir des aventures et des mésaventures avec des vampires, mais des vampires à la sauce Morgane Cossarieux et autant vous dire que vous êtes à 10 000 km de Twilight. J'avais vraiment beaucoup aimé ma lecture mais il faut quand même l'avouer, il y a certaines scènes où il faut avoir le cœur bien accroché. C'est un roman que je vous ai déjà chroniqué en update lecture, je vais donc vous mettre le lien de la chronique en barre d'infos. J'ai aussi lu Ex de Thomas Olde-Hevelt et paru chez Bragelonne. Donc Ex, cette génialissime histoire de sorcière qui est là, qui hante une ville depuis plus de 350 ans avec les yeux et la bouche cousus afin de ne pas pouvoir faire de mal à la population. Population qui a appris à vivre avec, ses apparitions quelque peu spontanées, pas toujours où on voudrait qu'elles soient, mais population aussi qui, pour certains, en ont un petit peu marre de vivre sous le joug de cette sorcière et qui vont donc aller la provoquer d'un peu trop près. Personnellement, j'ai totalement adoré cette atmosphère, il faut le dire, ce roman est assez génial, il a une atmosphère très particulière, très bien rendue, alors moi je ne l'ai pas trouvé effrayant parce que j'ai du mal à trouver un livre effrayant, mais sincèrement l'atmosphère est top. Ensuite, j'ai aussi lu Shadow House, le tome 2 par Dan Pawlowski et donc qui est paru aux éditions Hachette. Alors là, nous sommes dans un young adulte, donc évidemment, ça fait beaucoup moins peur. Ceci étant dit, je dois quand même avouer que l'atmosphère est excellemment bien rendue. Atmosphère qui est bien rendue grâce d'une part à la plume de l'auteur qui s'est joué sur les côtés malsains pour réussir à nous emmener dans un truc un petit peu flippant, mais aussi grâce à toutes ces photos qui incorporent ce récit, photos qui ont vraiment été faites pour le roman, qui sont vraiment en adéquation avec votre lecture et qui contribuent donc à cette atmosphère très sombre. Shadow House, en fait, c'est l'histoire d'un manoir, Larkspur House, où nous allons rencontrer 5 adolescents qui y sont tombés bien malgré eux, chacun pensant atterrir pour des raisons différentes, mais une fois arrivés, ils vont vite se rendre compte que la maison est un petit peu étrange, qu'elle n'en fait qu'à sa tête, et que en plus, il y a des esprits pour le moins malfaisants qui errent dans les couloirs. Le but des ados est finalement de réussir à sortir de ce cauchemar, mais ce n'est pas si facile, notamment quand la maison n'en fait qu'à sa tête et qu'elle est capable de changer la disposition des pièces à sa guise. Bref, là aussi c'était une très bonne lecture et j'ai donc fait pour ce sous-menu 3 super découvertes. Ensuite, le deuxième sous-menu, il s'agissait de La crypte des morts-vivants. Il s'agissait donc de lire un roman dans lequel on avait un mort-vivant, qu'il soit zombie, vampire, fantôme, peu importe, tout rentrait dans cette catégorie. Et donc pour le coup, j'ai aussi eu 3 lectures qui rentrent dedans. Le tome 1 était un véritable coup de cœur puisqu'il s'agit de Projet Cornelia, le tome 1 Affliction par Denis Labbé et paru aux éditions Séma. Nous sommes dans du young adulte mais un pur roman de survivalisme en milieu zombie. Il est très bien écrit, il ne s'attarde pas sur des trucs qui ne servent à rien. J'ai adoré, les personnages sont excellents. Je vous en ai déjà fait une chronique donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Si vous aimez les zombies, c'est peut-être bien quand même un roman à découvrir. Malgré le fait qu'il soit young adulte, croyez-moi, vous n'aurez pas droit au code du genre, donc même si vous êtes hermétique au genre young adulte, ça vaudra peut-être le coup de se pencher dessus.
J'ai aussi lu les Chroniques de Zombieland, le tome 4, Zombie Party par Jenna Showalter, est paru aux éditions Harlequin dans la collection Mosaïque. Alors les Chroniques de Zombieland à la base c'est une trilogie qui se clôt, sauf que ce tome 4 est une sorte de bonus. La lecture n'en est absolument pas obligatoire, mais si vous avez adoré l'univers des Chroniques de Zombieland, sincèrement, eh bien ça vaut le coup de se pencher dessus. Dans ce roman, on va un petit peu changer les règles puisque nous ne suivons plus le personnage que nous suivons dans la trilogie, mais un de ses amis, Frosty, qui était l'un des personnages principaux de la trilogie, et nous allons donc plus nous pencher dessus, ainsi que sur une autre personne du nom de Mila. Alors, clairement, ici, la part belle est donnée à la romance, à la relation entre Frosty et Mila. Oui, c'est vrai, j'aurais aussi aimé qu'il y ait un petit peu plus d'action, un petit peu plus de zombies surtout, mais malgré tout, j'ai adoré ma lecture. L'auteur a réussi à prolonger bien la trilogie d'un 4e tome, et sincèrement, elle a fait ça magistralement. Donc en fait, ça fut une très bonne lecture pour moi qui était vraiment accro à l'univers de Jenna Showalter, à ces zombies très particuliers, ces zombies qui n'apparaissent que dans le plan astral, que le commun des mortels ne peut pas voir, et à ces tueurs de zombies qui donc ont certains pouvoirs, notamment celui de sortir de leur corps pour aller combattre les zombies dans ce plan justement astral. Le deuxième menu, il s'agissait de l'automne douceur de vivre. Le premier sous-menu était Creepy Spooky Halloween, où il s'agissait de se trouver une lecture qui faisait un petit peu peur, mais pas trop. Bref, plutôt des romans jeunesse, et c'est ce que j'ai fait. J'ai donc lu 2 livres qui correspondent et qui rentrent dans cette catégorie. Le premier, il s'agit de La jeune fille au corbeau, par Cécile Guillot, et paru aux éditions Le Miroir aux trous. Là aussi, la chronique plus détaillée est déjà disponible, mais il s'agit ici d'un petit roman destiné plus à la jeunesse et qui est fait notamment pour être lu par des lecteurs dyslexiques et leur donner envie de lire. Et croyez-moi, avec Cécile Guillot, c'est un pari gagné parce qu'elle a une plume qui est géniale, qui est super fraîche, et elle va nous embarquer dans une toute petite histoire, c'est très court, mais qui, ma foi, est fort bien écrit et fort prenante. Nous allons ici rencontrer une jeune fille qui va partir dans un pensionnat tout au bout de l'Angleterre, je crois. Un pensionnat un petit peu perdu parce que cette jeune fille a un don. Elle a un don et ce don effraie ses parents, donc ses parents ont décidé tout simplement de l'éloigner. Sauf que en arrivant sur place, elle va se rendre compte qu'elle n'est peut-être pas la seule à posséder ce genre de don et que surtout certaines de ses nouvelles amies qui auront quand même des facultés particulières auront une certaine tendance à disparaître. Bref, la jeune fille va enquêter et j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture de ce petit livre qui pour un adulte se lit très très vite mais qui sait nous plonger malgré tout dans une atmosphère gothique, alors gothique abordable par la jeunesse mais où il y a des petits accents de gothique dedans et sincèrement c'était assez génial. Le deuxième roman qui entrait dans la catégorie Creepy Spooky Halloween, il s'agit du premier tome de Lockwood & Co, écrit par Jonathan Strode et pour moi paru aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Je crois que l'édition grand format est chez Albin Michel, si je ne dis pas de bêtises. Alors ici nous sommes dans une histoire de fantômes, une histoire de fantômes abordable pour le young adulte, mais une histoire de fantômes très très aboutie. Nous sommes dans un Londres alternatif où toutes les nuits les fantômes viennent embêter les vivants et il a créé un folklore de dingue. C'est extrêmement abouti aussi bien au niveau des chasseurs, de leurs armes, que des types de fantômes, puisque vous allez retrouver plusieurs types de fantômes qui vont avoir leurs particularités et aussi leur dangerosité. Bref, là encore ce fut une excellente lecture, j'ai adoré découvrir cet univers et je me pencherai sur la suite avec plaisir. En tout cas, c'est un super roman quand vous êtes amateur de fantômes. L'atmosphère est très bien rendue, alors certes c'est jeunesse, ça ne c'est pas effrayant en soi, mais c'est tellement bien travaillé que c'est vraiment génial. On va ensuite passer au deuxième sous-menu qui était Fall in Love et il s'agissait donc de lire une romance, mais comme vous le savez, les romances ce n'est pas trop mon truc. J'ai donc choisi de lire un livre dans lequel la romance était prépondérante et je ne vous cacherai pas que c'est le seul dans cette catégorie. Mais cela a suffi à valider mon menu. J'ai donc lu le deuxième tome de La Belle et le Maudit par Paige Morgan et paru chez Bayard Éditions. Ici, nous sommes à Paris, dans les années 1900. Là aussi, Paris quelque peu
particulier puisque les gargouilles ne font pas que orner tous les monuments, ils sont réels, ils sont des créatures et ils sont les gardiens de ces monuments et surtout de toutes les personnes qui y vivent. J'ai adoré cette trilogie justement pour ce folklore des gargouilles qui est totalement original et là aussi bien développé. Alors oui, c'est une trilogie dans laquelle la romance est assez développée, mais c'est aussi une trilogie qui se lit beaucoup pour son atmosphère. Personnellement, j'aime bien quand ça se passe comme ça dans les années soit 1800, soit 1900, qu'on est un petit peu projeté dans le passé. Je trouve que ça rend toujours des belles atmosphères et la plume de Paige Morgan a bien aidé. Elle est facile, elle est fluide, mais elle est belle et elle a bien aidé sincèrement à se plonger dans cet univers. C'était donc un tome qui n'était certes pas sans défaut, mais c'était là encore une bonne lecture malgré quelques longueurs, il faut le dire, et malgré une héroïne qui a une certaine tendance à se poser des questions existentielles où on aimerait bien qu'elle trouve les réponses plus vite. Mais voilà, dans l'ensemble, bonne lecture. Le troisième et dernier menu, il s'agissait de l'automne enchanteur. Le premier sous-menu est Légende d'ici ou d'ailleurs. Je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin d'expliciter ce sous-menu, il parle de lui-même. Et pour remplir ce menu, eh bien j'ai lu une bande dessinée, puisqu'il s'agit de Brocéliande, le tome 1, dont le scénario est fait par Olivier Perru et dont le dessin est signé Bertrand Benoît. Ce premier tome s'appelle La Fontaine de Barenton et Olivier Perru va nous conter des aventures avec Merlin jeune et la façon dont il a rencontré la Dame du Lac. Vous allez aussi rencontrer des Korrigan plus ou moins gentils mais toujours drôles dans tous les cas et sincèrement j'ai beaucoup aimé. Le dessin est splendide, il est vraiment magnifique, il est bien fait, on peut vraiment prendre le temps de regarder, ça se savoure et le scénario est très drôle et puis il y a un scénario surtout parce que malheureusement des fois dans les bandes dessinées c'est un petit peu le problème, c'est qu'il n'y a pas réellement de scénario mais là c'est le cas. Si vous êtes un petit peu adepte des mondes celtiques, moi j'habite vraiment Normandie mais frontière Bretagne donc la forêt de Brocéliande ça me parle, j'y étais plusieurs fois donc c'est très agréable pour moi de trouver finalement cet univers mis en dessin et en scénario. Ensuite le troisième sous-menu est le menu le plus difficile pour moi à prononcer, il s'agit de Féerique Citrouille Bibidi Bobidi Bou. Je suis désolée si je ne lis pas, je le dis de travers. Et donc en fait il s'agissait de lire, si je ne me trompe pas, des contes ou des réécritures de contes, des choses comme ça. Et donc eh bien personnellement j'ai décidé de lire 2 romans qui rentraient dans cette catégorie. Le premier roman n'a pas été ma meilleure lecture, il s'agit du Ballet des âmes de Céline Guillaume et paru aux éditions Underground. Alors voilà, l'atmosphère est très bien rendue, nous sommes dans un milieu médiéval, nous allons rencontrer Enora qui est un peu fille à tout faire dans une auberge, mais un jour sa vie va changer parce que son village va être entièrement brûlé, elle va en réchapper et va se retrouver dans le château de son seigneur, le seigneur de Kerjan, où elle va avoir une nouvelle vie. Il faut savoir qu'il y a une touche de fantastique puisque vous allez rencontrer une dryade et surtout un fantôme. L'atmosphère est sympathique parce que Céline Guillaume connaît le milieu médiéval sur le bout des doigts, donc elle vous le rend avec force détail et vous êtes vraiment plongé dans cette époque, vous êtes vraiment dedans. La vie de tous les jours est extrêmement bien décrite et pour ce côté-là, c'était vraiment très bon. Après, j'ai eu, il faut l'avouer, beaucoup de mal avec le personnage d'Enora qui se pose 3 millions de questions existentielles, mais des questions du style « Pourquoi vivre ?» qui va réagir très bizarrement parce que des fois elle vit des trucs horribles, ça lui fait rien et d'autres fois elle se scarifie, on sait pas pourquoi. Et il y a des thèmes très durs à aborder ici que personnellement je n'ai pas trop cautionné. Donc c'est plutôt une lecture mitigée ici, il faut l'avouer. Enfin, le deuxième et donc dernier roman pour ce challenge, il s'agissait de Ronce Blanche et Rose Rouge de Laetitia Arnoux et paru aux éditions Magic Mirror. Vous connaissez peut-être cette maison d'édition qui a comme particularité, même si elle est toute neuve, de nous offrir des réécritures de contes, et c'est le cas ici. Et donc il y avait le conte d'origine dans ce roman, j'ai adoré ça, parce que vraiment ça permet de faire le parallèle finalement entre les deux, et ça c'est vraiment très intéressant.
On va ici rencontrer Sirona et Eloane, je crois, qui sont donc deux sœurs dont la vie va basculer le jour où il va y avoir une catastrophe dans leur ville et elles vont être recueillies par une certaine Madame Whitecomb et elles vont vivre dans une chaumière en plein cœur de la forêt. Et elles ne se souviendront plus de leur passé. Jusqu'au jour où, eh bien, Madame Whitecomb va vouloir marier Sirona de force et que la jeune fille va décider de s'enfuir. Malheureusement pour elle, elle va tomber dans un étrange château avec un étrange pianiste et vous avez vraiment toute une atmosphère de conte qui se met en place, aussi bien dans la plume qui est très poétique, qui colle à merveille à ça, que eh bien, dans l'histoire, dans tout ce qui se passe, vous avez un ours qui n'est pas ce qu'il paraît être, vous avez un pianiste qui est capable d'envoûter par sa musique, bref, il se passe plein de choses. Ronce Blanche et Rose Rouge fait partie de ces livres que l'on prend le temps de lire, que l'on ne dévore pas, mais que l'on savoure. Mais si vous aimez le genre du conte, sincèrement, il vaut vraiment le détour. Alors voilà, j'ai fini de vous présenter toutes mes lectures pour ce challenge. Comme vous le voyez, j'ai largement rempli mon contrat puisqu'il fallait simplement un livre par sous-menu. Je suis donc tout à fait ravie de ce challenge. Je remercie énormément le Terrier de Guimauze de s'être donné autant de mal à l'organiser. En tout cas, ça a été une super aventure. À tous, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye!